Bonjour et bienvenue à tous dans Au cœur du off. On commence tout de suite avec un live de Hold the Laugh et Alain Berthier sur une chanson qui s'appelle Monica. On regarde. Bonsoir, je voulais juste préciser que c'était un plaisir d'être à la fois à la télévision et en short. Monica, mon amour, je t'aimerai toujours. Monica, en français, c'est Monique, ça me donne envie de chanter. Monica, mon bébé, je dis ça, mais je sais que tu n'es pas un vrai bébé. Monica, ma Momo, ma Nini, mon amour. Tu portes en toi tout le charme animal, et ça ne m'embête presque pas que tu sois une ritale. Monica, ma chérie, ton visage et ton corps sont cohérents. Monica, ça veut dire je t'aime, mais en pigeon. À toi seul tu racontes les collines de Toscane. Ton corps est une cathédrale que je profane. Solo, tambourin. Monica, 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 Monica. Bonjour messieurs, installez-vous. Bonjour. Merci beaucoup. On est Merci ravis de de nous vous accueillir. accueillir, vraiment. Alors, vous venez cette année présenter à Avignon votre spectacle qui s'appelle Le Projet Michel Montana. Tout à fait. C'est au Rouge-Gorge à 19h55 tous les soirs. Exactement. Je suis venue vous voir et je vous avoue que j'ai beaucoup ri jusqu'aux larmes. On passe un très bon moment. Alors, première question, parce que je pense que vous en parlerez beaucoup mieux que moi. C'est qui ce Michel Montana, ce chanteur, cet artiste maudit de la chanson française? Tout à fait, bah, tu le résumes bien, c'est quelqu'un dont on ne parle pas assez dans les médias actuellement. Il a traversé beaucoup de siècles, siècles peut-être pas, mais des générations entières, sans laisser malheureusement les traces qu'il aurait dû rester. On parle beaucoup de gens comme Johnny Hallyday, alors qu'il a une hygiène de vie tout à fait déplorable. On parle de gens comme Julien Clerc, c'est vrai, on s'en souvient. Alors on ne parle pas assez de Michel Montana. Il a écrit pour beaucoup, il s'est fait piquer beaucoup de choses. Voilà, il a eu en fait. Il s'est beaucoup fait piquer de choses, tout à fait. Ouais. Peut-être pas tout, parce que il lui reste encore un service à brosse à dents actuellement en sa possession, mais par contre, c'est une vraie injustice totale. Et là-dessus, les médias, je pense qu'ils ne font pas vraiment leur travail. Voilà. Et justement, nous, on est là pour faire ce travail. Comment vous est venue cette idée de raconter l'histoire de ce chanteur ? Avant tout, c'est Alain qui m'avait ailé à ce sujet, mais c'est l'injustice, je crois, qui a été le moteur premier de notre envie. L'injustice, on le voit bien d'Alain par rapport à la vie et ce visage qui n'est pas facile. Et de dire, c'est pas parce que... pourquoi il n'aurait pas le droit de monter sur scène avant tout, et puis surtout de se dire pourquoi, il y a des gens qui ont faim dans le monde, ça ce n'est pas normal. Il y a des gens qui n'ont pas de place de parking à Paris, c'est pas normal. Et puis ni à Avignon. Et puis voilà, et ni à Avignon exactement. Ouais. Et on ne peut pas rentrer dans cette ville entre 13h et 2h du matin. Excusez-moi, parfois on a des choses à faire. Et
Et d'autre part, voilà, c'est de dire que Michel Montana, on n'en parle pas assez. Eh oui. Qu'est-ce qu'on va faire? Et là, Alain m'a dit cette chose dont je me souviendrai toujours. Alain, qu'est-ce que vous m'avez dit à ce moment-là? Que c'était tragique, je me souviens, c'est ça que j'avais dit. Et ça, voilà, ça résonne encore en moi. Alain Berthier, justement, alors vous travaillez avec Oldelaf depuis un certain temps, mais dans ce spectacle-là, vous êtes vraiment à l'avant-scène avec lui, dans ce duo. Vous êtes tous les deux les fils de Michel Montana. Oui, c'est vrai qu'on a un lien de parenté assez proche, mais... Et vous, vous êtes le deuxième, et surtout, vous en prenez plein la figure. On l'a vu, vous prenez des claques sur le plateau Oui, mais là, constamment. c'est tout à fait exceptionnel. D'habitude, c'est plutôt moi qui le d'accord. traite. Je tiens, voilà, alors, puisqu'on Ça va. est devant la télé, voilà, je tiens à dire qu'on fait ce spectacle depuis quelques temps. Voilà, regardez, j'ai cette chose ici, ce bleu. Je sais Voilà, je sais pas si si on ça- le voit à la caméra, peut-être je vais me mettre debout Ouais. sur la chaise, voilà. Ce bleu. Être à Avignon, c'est ça aussi, voilà, il me donne un coup de ceinture tous les soirs, il doit le mettre à ce niveau-là, et il le met à ce niveau-là. Ça fait atrocement mal, donc je pense que ça va se finir par un procès, cette histoire. C'est ça, le spectacle vivant, hein, finalement. Bah, tant qu'il est vivant, ça, c'est encore bon signe, mais là pour l'instant, c'est un spectacle qui fait mal, avant tout. Plus sérieusement, je voulais vous poser une question. Vous rentrez dans aucune case. C'est vrai, mais Il y a des cases très grosses où éventuellement Oldelaf Un peut rentrer effort. dedans. Ouais, voilà. Vraiment, Non. au niveau de l'alimentation, je te promets que j'ai fait le vœu de changer parce que ça ne peut pas rester. De toute façon, mon médecin m'a dit vous ne passerez pas Eh oui. la trentaine. Eh oui. Non, mais vous ne rentrez dans aucune case des catégories musicales, pardon. spectacles. Oui, excusez-moi, je n'étais point assez claire dans ma question. Et du coup, vous utilisez le rire sur scène. Je l'ai dit, moi j'ai beaucoup ri et la salle rit beaucoup. Est-ce que c'était une façon de vous protéger ou pas? Ou est-ce que c'était un vrai choix dans vos spectacles? Parce que ce n'est pas le cas que dans ce spectacle-là, d'avoir le rire comme liant des chansons. Notre positionnement, c'est vrai que alors, Alain est en train de se dire avec la question. Et donc, mais je vaut mieux que vous y répondiez, Alain, parce que je sais que vous le ferez très bien. À vous, Alain. Ah non, mais je vais vraiment écouter ta question. Et déjà, je voulais dire que j'étais hyper content que tu nous aies invités. Ah, c'est gentil. Voilà. Et je voulais savoir, entre nous deux, c'est lequel que tu trouves le plus beau? Et décidément, j'ai le droit tous les soirs parce que hier soir, j'ai eu le droit aussi à une proposition comme celle-ci. Je ne ferai pas de choix parce que je vous trouve fort charmants tous les deux. Voyez, Il trop ne faut mignon. pas faire trop de consensus. C'est un peu aussi en partant de ce constat qu'on voulait faire ce spectacle. Pas de consensus, on s'est dit. Et justement, voilà, entre le rire et la chanson, il n'y a pas de limite. Je crois que c'est juste le regard des gens aujourd'hui qui est la limite. Mais si tout le monde voulait ouvrir son cœur, je crois que tous ensemble. tout serait simple et tout serait beau dans ce putain de monde. On pourrait s'aimer tous, c'est ça qu'on Exactement. est en train de Voilà, se dire. si tous les boxeurs du monde voulaient se donner la main, comme disait Guy Bedos, ce serait très beau. Alors, on va parler des réseaux sociaux un peu plus tard dans l'émission, de la mode du 2.0 que je découvre. Voilà. Moi, je vous ai connu par Le Café, qui était un clip qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. Comment ça vous a aidé, cette génération 2.0, l'accessibilité au net, les réseaux sociaux? Eh bien, non, oui, moi je pense que je ne serais pas aujourd'hui, tu sais, cette star internationale Eh oui. s'il n'y avait pas le réseau, le fait que dans les rues d'Avignon, je me balade pas plus tard qu'au Franprix. Tout à l'heure, j'ai croisé quelqu'un que je connais et je pense que sans Internet, tout ça n'aurait pas été Eh possible. Tu vois, c'est que Ouais. je serais passé totalement inaperçu, voilà, dans ce Franprix. Et Internet, ça a ça de positif. Écoute, moi, ce qui me fait plaisir, c'est que c'est un média volontaire. Ouais. C'est-à-dire que les gens choisissent ce qu'ils vont y voir. Et donc, j'étais assez content qu'ils aillent voir assez souvent le clip du café. Ça n'a pas permis de donner une porte d'accès sur les médias normaux. Tu vois, on doit être à une quinzaine de millions de vues du café. Et pour autant, voilà, il n'y a jamais passé la télé. Mais par contre, je suis content parce que ça a donné une vraie promotion à cette boisson. Parce que avant tout ça a été un clip et puis c'est devenu une boisson assez connue. Donc si ça m'a permis au moins de faire un coup de pouce, un coup de boost un peu sur cette boisson qui donne de l'énergie, et ben c'est très sympa. Ben, moi, je me suis mise au café grâce à vous d'ailleurs. Tu as raison. Je vous en remercie. Alors, je vais juste redire, on peut venir vous voir. Donc, c'est au Rouge-Gorge. Ça s'appelle le projet Michel Montana. Allez-y absolument, il vaut mieux réserver, hein, je pense. Ah bah là oui, il faut Oui. parce que sinon on n'aura rien à donner à manger à nos enfants. Là, Eh oui. Et c'est à 19h55. Merci vraiment à tous les deux d'être venus merci à avec toi. nous. Merci beaucoup de nous avoir invités. Alors, on va parler, on l'a vu avec vous, il y a tout à Avignon, des spectacles de théâtre évidemment, de danse, de musique, des one-man shows, des inclassables, et j'en passe, et des meilleurs, parce que voilà. Mais il y a aussi des artistes du crayon.
et oui, en Avignon, qui s'expose et qui aussi croque le festival et ses festivaliers pendant tout le mois, avec beaucoup de talent d'ailleurs. Et c'est Aurélie Streff et Christelle Thiel de nos équipes qui ont rencontré Gépida, dessinateur de presse, qui est un grand monsieur qui parle d'Avignon en nous dessinant. On regarde. Cette expo fait suite aux événements de janvier. Elle est ici, dans ce bâtiment, qui s'appelle la Maison 4 de Chiffres. On en est, je crois, à plus d'1 millier de personnes déjà, sur une semaine. C'est pas mal. Je suis la star de l'exposition. Non, là, on plaisante. Il y a des signatures beaucoup plus connues que moi. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Je vais en citer une. Il y a une signature Coco. C'est une jeune femme qui dessine pour Charlie Hebdo et pour Le Canard aussi, je crois, Canard enchaîné. Et qui était au moment des événements à Charlie Hebdo. Là, c'est un lieu magique pour moi parce que je suis à l'extérieur, je vois la rue des Teinturiers et je vois tout le monde passer. Et évidemment, je finis par caricaturer la rue. Et il y a une espèce de folie qui est très agréable pendant le festival. Bon, je suis sûr qu'il y a une catégorie de gens qui disent « moi, je fous le camp parce que c'est trop envahissant ». Mais moi, je trouve ça fabuleux. Je voudrais remercier justement ce dessinateur, Gépida, de nous avoir ouvert les portes de cette très jolie exposition que vous pouvez encore aller voir jusqu'à la fin du festival. C'est à la Maison 4 de Chiffres, rue des Teinturiers. Nous restons dans le thème de la presse avec nos prochains invités. Donc Victor Quezada Pérez, bonjour. Bonjour. Et Mylène Cala ou Gorky. Enchantée, merci d'être là, qui, dans leur spectacle, nous parlent des dérives du journalisme à sensation lorsqu'il ne s'agit plus d'informer, mais de faire de l'audimat. Vous êtes respectivement metteur en scène et comédienne dans La mémoire des serpillères qui se joue à la Présence Pasteur tous les jours à 12h15. On regarde un extrait filmé par Laurent Troude et on en parle juste après avec vous. J'enregistre ce témoignage dans un pays en guerre, dont personne ne se soucie. Dans ma vie, j'ai tué 2 hommes parce que je suis un gros con. J'ai cru défendre ma patrie, mais j'ai défendu que ma connerie. Mon métier dans la vie a été d'observer la connerie. Et pour en parler au monde entier, c'est un cimetière que j'ai créé. Tu peux consommer autant d'eau qu'un Américain. Dégager dans l'air autant de gaz puants que n'importe quelle démocratie. Tu restes ici cette nuit et tu fais ce qu'il te dit. Si t'es gentil, le monsieur il va t'acheter une paire de chaussures. Nous avons eu ici, à Lausanne, déjà une première réaction du commissaire européen chargé des négociations avec l'Organisation mondiale du commerce. Il dit en substance: les contrefaçons représentent 10% du commerce mondial. Si nous parvenons à éradiquer ce fléau, l'économie mondiale pourra repartir d'ici quelques mois sur des bases saines et solides. Alors, monter une pièce sur les contradictions et tourments des journalistes dans une société où seul le nombre de morts est une information digne d'intérêt, c'est quand même criant de réalité, non ? C'est malheureusement criant de réalité. Malheureusement, oui. Oui. C'est une pièce qui a été écrite il y a 3 ans avec Matej Wisniek, donc l'auteur de la pièce, qui est un des auteurs contemporains qui est le plus joué au Festival of d'Avignon depuis des années. Et Matej m'avait proposé de travailler sur plusieurs thématiques au fur et à mesure des années, et on cherchait une réponse justement au monde soviétique. Et je pense que le lavage de cerveau fonctionne très très bien dans le monde soviétique, mais aussi il fonctionne très très bien dans le monde occidental, et il fonctionne très très bien justement par rapport au monde médiatique qui crée un nouveau lavage de cerveau. D'ailleurs, c'est un peu dit dans la pièce justement où les médias ont créé le consommateur nouveau justement dans le monde soviétique. Sans en avoir l'air, et c'est ça qui est très fort, comment vous le montrez dans la pièce, comment vous allez à l'intérieur de ces tourments de ce journaliste qui ne sait plus où se mettre, où se positionner, qui en a jusqu'à des vomissements.
Alors, vous nous parlez d'une société donc très dure, qui est un futur plus ou moins qui nous attend, futur proche, mais ce sont des clowns qui nous racontent cette histoire. Pourquoi des clowns ? Pourquoi des clowns ? Parce que, en fait, c'est pas pourquoi des clowns. C'est-à-dire que c'est une figure de style théâtral, en fait, le clown. C'est pas le clown en tant que tel qu'on pourrait trouver dans des cirques. C'est parce que je pense que à un moment donné, pour avoir une réflexion sur le propos, sur le fond de la pièce, il ne faut pas avoir un processus d'identification au personnage que nous sommes en train de regarder. Et en fait, c'est très difficile de s'identifier à un clown. On ne s'identifie pas au clown, on s'identifie à ce qu'il est en train de subir. Parce qu'il est naïf, parce qu'il est innocent, etc. Donc, oui, désolé Gorky, c'est comme ça. Et donc, d'une certaine manière, le clown, à chaque fois, nous a amenés ailleurs. En fait, le spectateur regarde autre chose et voit des clowns, donc ça peut être amusant ou non, mais il va surtout réfléchir à ce qui est en train de se passer, se dérouler sur scène. Voilà. D'où l'utilisation du clown comme vecteur dramatique. Alors vous, Gorky, oui. Je suis venue voir votre pièce que j'ai beaucoup aimée et à un moment, vous êtes la créatrice, je crois, d'un cimetière des cons. On l'a vu dans le reportage. Qu'est-ce que c'est un cimetière des cons ? En fait, c'est un cimetière que moi j'ai initié parce que quand on a fait la guerre, tout le monde a voulu se séparer. Et moi j'ai dit non, on va faire un cimetière commun. Voilà, un cimetière où tous les cons ils vont se réunir parce qu'au moins la connerie elle nous réunit et elle est un petit peu commune aussi cette connerie là. Du coup voilà, et en plus moi j'ai fait un cimetière où les croix elles ont plein de couleurs. Ah oui. Et vous faites aussi des épitaphes. Ah oui. Ah oui, et j'ai essayé de les écrire en vers, mais parfois c'est un peu maladroit. Est-ce que je peux vous demander votre épitaphe ou c'est trop intime ? Oh là là. Non, ça va, je peux le faire. C'est quoi déjà mon épitaphe, c'est j'ai voulu être sculptrice d'âme, ma foi, mais j'ai été sculptrice de croix en bois. Mon métier dans la vie a été d'observer la connerie. Et pour en parler au monde entier, c'est un cimetière que j'ai créé. Et tu peux y reposer aussi, mais à une condition. Attention, être ou ne pas être con. Ou conne. Ah oui, du coup. Ah oui. Ah oui. Mais j'y réfléchirai très sérieusement. Ah, je t'en prie. Merci beaucoup, Gorky. Ah. Vous êtes 11 sur scène, c'est ça ? 11 ? 10 sur scène. Comment on fait aujourd'hui, dans les conditions actuelles de nos métiers, pour monter un spectacle à 11 comédiens ? 10 comédiens. 10 comédiens, pardon. En fait, c'est des concours de circonstances. Matej Wisniewski crée des pièces avec 30 personnages. Oui, du coup... Et lui, il s'en moque de la réalité économique que vit le monde théâtral. Et je pense que, malheureusement, cette pièce, il l'a écrite comme ça. Comment on fait en faisant justement des sacrifices sur nos vies personnelles. C'est-à-dire, on se dit, on vient à Avignon, on va se battre pour vendre un spectacle, on va se battre pour défendre un spectacle. On a la confiance d'un théâtre comme celui de Présence Pasteur qui nous a fait confiance sur cette pièce-là. Ensuite, on a aussi, c'est la 5e pièce de Matej Wisniewski que la compagnie Umbral monte, la 4e ici, donc c'est vrai qu'on a un peu de vécu populaire, la salle est remplie tous les jours, donc ça c'est plutôt pas mal. Et donc non, c'est une volonté collective d'avoir fait ce spectacle. On s'est retrouvés à la fin d'un atelier de clown au mois de mars. On devait monter spectacle juste pour la fin du spectacle de fin d'année. Et je leur ai dit, on n'a qu'à aller à Avignon avec, quoi. Et vous étiez contente, Gorky, d'aller à Avignon ? Ah oui, il fait un peu chaud, oui. Mais on a de l'eau, alors ça va. Bon. Ah oui. Mais vous avez bien raison de venir à Avignon et moi j'ai été ravie de venir vous voir. Je recommande vraiment votre spectacle à tous les gens qui auraient encore l'occasion et des disponibilités dans les plannings avant la fin du festival. Ça s'appelle La mémoire des serpillères, c'est à la Présence Pasteur, tous les jours à 12h15 et je crois que votre compagnie montre un autre spectacle en Avignon. Vous pourriez nous en dire 2 mots ? Oui, c'est une pièce de jeune public à 10h du matin au Théâtre des Barriques qui s'appelle La famille durable. C'est une famille de clowns qui a des problèmes d'éco-responsabilité. Eh oui, ça arrive même aux clowns. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous.
Alors, on vient de le voir, nombreux sont les artistes qui jouent dans 2 pièces à Avignon. On en a eu d'autres cas sur ce plateau. Et c'est le cas de Marcel Le Guyou, justement, qui vous propose 2 textes, 2 pièces de bar, comme il les appelle, à 18h30 et 20h30, dans l'un des plus anciens bars d'Avignon qui s'appelle le Mont Bar. Hugo Le Touzé est allé à sa rencontre, on regarde. J'ai choisi de jouer dans les cafés, mais j'ai décidé de faire du théâtre de bar. Bah non, parce que si je bois 4 whisky, admettons, hein, qui sont quand même plus chers que 4 jus de tomate, admettons, 4, ça fait 4. C'est vrai qu'un comptoir et l'ivresse nous fait beaucoup voyager. Là, c'est censé se passer dans une station balnéaire. Mais même, on s'en fout, ce serait en pleine montagne, ce serait pareil. L'essentiel, c'est l'immensité, la possibilité de laisser partir un rêve, qu'il ne soit pas arrêté par un mur, que l'alcool sublime la pensée et la laisse divaguer. Mon meilleur souvenir, c'est la Légion étrangère. Faut s'imaginer, tu vois, des grandes plages, 80 km, du soleil à la verticale, 80 kilos sur le dos. Tu marches pendant des heures. Alors c'est vrai qu'il y a une décision de ne pas composer les personnages. La tristesse que j'ai traversée ou que je traverse, la fatigue que j'ai traversée ou que je traverse, je m'en sers pour jouer. Au départ, je suis ouvrier, je suis pas comédien, j'ai travaillé sur les bateaux. Et je pense que ma vraie inspiration vient de là. C'est que moi, au plus profond de moi-même, je ne me sens pas artiste, je me sens ouvrier. Je fais la tentative d'un théâtre populaire, réellement, avec une parole qui devient simple. On est dans un bar et on se sent libre, comme on doit l'être dans un bar. C'est-à-dire qu'à chaque instant, on est en rencontre, on se rencontre. Ou pas, mais on se rencontre. Savannah Massé, bonjour. Bonjour. Alors, avec toutes vos expériences théâtrales, vous êtes déjà allé voir une pièce de bar, justement? Je ne savais même pas que ça existait. Eh ben, moi non plus, et je vous avoue que ça donne vraiment envie. Alors, je vais rappeler où est-ce qu'on peut venir voir cet acteur qui s'appelle Marcel Le Guyou. Donc, c'est tous les jours à 18h30, il joue Johnny Perpète, et à 20h30, il joue au bout du comptoir La Mer, et c'est au Mont Bar. On ira avec Savannah. Alors, aujourd'hui, Savannah, vous êtes allée voir une pièce dont les affiches et le titre, j'avoue, m'ont marqué quand je les ai croisées dans Avignon. Ça s'appelle « Dis à ma fille que je pars en voyage ». On regarde. Plateau, mesdames, s'il vous plaît. L'autre. Allez. Ouvrez-moi, je dois téléphoner. Ouvrez-moi, c'est urgent. Fouille. Bonjour, pâtage d'érable. 3 juillet. Chère maman. Non. Maman.
Elle est prête son pactage? Je sais pas, mais elle part sans me dire au revoir. Ouais, elle est comme ça, là, en fait. Et qu'est-ce qui se passe? Alors Savannah, qui sont ces deux femmes qu'on a vues? Alors ces deux femmes, c'est Caroline et Dominique, donc qui sont dans une cellule de prison. Et en fait, Caroline arrive dans cette cellule, Dominique y est déjà depuis 7 ans. Et en fait, ces femmes sont très opposées à la base. C'est vrai que Caroline, elle est très propre sur elle, elle est très apprêtée, et elle a une incapacité à se détacher de ses habitudes quotidiennes, de la bourgeoisie, de la propreté. Elle est tout le temps en train de faire le ménage, alors qu'elle est dans une cellule à peine de 5 mètres carrés. Alors que Dominique a ce côté un petit peu plus frustre, sauvage et un petit peu franche du collier. Mais c'est vrai que de l'ignorance au mépris, à la curiosité et à un moment d'aveu qui est très fort, va se lier une très belle amitié entre ces deux femmes. On se rendra compte au fur et à mesure qu'à deux, elles seront plus fortes pour affronter l'horreur de l'enfermement, mais aussi le dégoût de ce quotidien qui est complètement dénué de plaisir extérieur. On a l'impression que ce sont deux survivantes. Effectivement, ce sont deux survivantes, et pour réussir à survivre et à passer le temps, elles se racontent des histoires. Alors surtout Caroline, qui tente de combler le manque extérieur avec ses souvenirs. Donc elles vont s'évader, elles vont rêver des menus gastronomiques, des hôtels luxueux, des tenues et des vêtements élégantes, et finalement elles vont essayer vraiment de revenir à une forme de liberté qu'elles n'arrivent plus du tout à retrouver au quotidien. Et au fur et à mesure, il y a une confiance entre elles qui va s'installer, qui va laisser place, comme je le disais, à des aveux qui révéleront des atrocités et qui prédiront le pire, qui était pourtant à la base inenvisageable. Et qu'est-ce qui nous atteint, nous, spectateurs, dans la place où on est face à elles? Ce qui nous atteint, c'est d'abord le sujet, parce que c'est vrai que ça dépeint, si on peut dire comme ça, l'envers du décor, mais c'est aussi l'importance de se rattacher à l'autre pour survivre, et surtout continuer à se souvenir pour continuer en fait à être actif et à tenir le coup. Alors parfois, soit on est assez fort pour réussir à se reposer sur soi, sinon on place vraiment tous nos espoirs en l'autre, et quand l'autre disparaît, on se rend compte que finalement on est condamné à pire qu'à l'emprisonnement et à la condamnation. On en arrive à la solitude. Merci beaucoup Savannah. On peut aller le voir où, ce spectacle? On peut aller le voir aux Ateliers d'Anfou à 14h20. Et ça s'appelle « Dis à ma fille que je pars en voyage ». Alors, sans transition aucune, mais par contre, on l'a dit au début de cette émission avec Oldelaf, on a parlé des réseaux sociaux de la génération 2.0. Lui, ça lui a permis justement de se faire connaître hors des réseaux habituels, mais c'est un phénomène qui va jusqu'à inspirer les artistes sur la scène et qui se mettent à créer de véritables spectacles 2.0. On regarde le reportage. I-génération. Non, on tient au mot français en fait. Ouais. Le I, c'était pour l'internet, et puis génération, pour notre génération. Le théâtre, c'est comme le cinéma, sauf qu'à la place de l'écran, le corps du comédien est vraiment là, en face de toi. Enter. Un corps? Un corps? Tu veux dire un vrai corps, pas une image, Enter? Oui, un vrai corps, Enter. I-génération, il a été écrit, mis en scène par Jean-Christophe Daudet déjà, et il voulait vraiment partir de nous et de ce qu'on pouvait apporter par rapport à notre génération. Et on est venu avec énormément de documentation, on a fait des impros sur plein de thématiques différentes. Et de là a découlé donc les textes qu'il a écrits pour nous. Et c'est sous forme de scénettes en fait, comme un zapping de la société actuelle. Je la rappelle. Oh non, on va faire une photo de nous deux. Ah, c'est drôle, elle va rire. Et qui reprend les rapports qui ont évolué entre nous avec l'arrivée de tous ces nouveaux moyens de communication, les réseaux sociaux, les smartphones, Facebook, Twitter, et voir ce que ça induit dans notre vie au quotidien aussi. Je me suis acheté une femme mécanique. On dirait une vraie. Ils ont fait des progrès dans les femmes mécaniques. C'est une iWife Turbo Dynamic Blu-ray, mais moi je l'appelle Annick. Elle a beaucoup d'attraits physiques. Sa plastique est un tout entre Audrey Tautou et Monica Bellucci. Bon, c'est un spectacle de slam, donc de poésie moderne que je mets en musique et en vidéo. Et puis c'est des formats chansons.
dans le sens où c'est des morceaux de 3 minutes qui s'enchaînent. L'utilisation des téléphones portables, l'utilisation de l'ordinateur, des réseaux sociaux, c'est quelque chose qui me travaille beaucoup, qui m'intéresse. Alors une des particularités de ce spectacle, c'est qu'à un moment donné, tout s'arrête sur scène, le son, la lumière, tout s'éteint, et le spectacle continue pendant 1 minute dans les téléphones des spectateurs. Mais d'une manière générale, moi j'aime bien cette société d'aujourd'hui où on travaille beaucoup à l'ordinateur. Je trouve qu'on communique beaucoup plus aujourd'hui que dans la société précédente, la génération d'avant, qui était la génération de la télé, où on était passif devant son écran. Aujourd'hui, on est actif. Et on parle de soi, on parle des autres, on communique avec des gens du monde entier. Et ça me plaît. On a un monde dans notre poche et voilà, donc c'est aussi super positif. C'est quand même pas notre faute si les moyens qu'on nous donne aujourd'hui pour y accéder sont un peu plus froids et impersonnels. On s'en sort pas trop mal. Ok, il y a peut-être beaucoup d'hypocrisie dans tout ça. Et oui, nos relations sont parfois un peu superficielles. Mais pas toujours. Pas toujours. Et moi je crois qu'on va faire un truc bien. Moi je crois que nos enfants ne seront pas plus malheureux qu'on l'a été. Et moi je crois qu'on est encore capable de former un groupe, un vrai groupe, avec de vrais gens. Et que c'est pas encore demain, qu'on n'aura plus besoin de se toucher. De se sentir. De se respirer et de s'embrasser sur la bouche. Ouais. De s'embrasser sur la bouche. Alors, c'était un reportage réalisé par Christelle Thiel et Mehdi Guiraud. Mehdi, bonjour. Bonjour. Lors de votre travail sur ces pièces 2.0, vous avez rencontré d'autres artistes qui ne sont pas dans le reportage, car on l'a dit, cette thématique envahit les scènes d'Avignon. Et vous avez rencontré notamment Fabrice Gaillard, c'est bien ça, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors vous jouez dans un spectacle qui s'appelle Scream. Oui. Je vous propose qu'on regarde les images que Mehdi a fait quand il est venu vous voir et on en parle juste après. Est-ce que quelqu'un a déjà vu cette photo? Mais quand on cherche quelqu'un, on publie sa photo. On la placarde, partout normalement, hein? Même quand on a perdu son chat, on fait ça. Mais alors qu'est-ce qu'ils font les gendarmes là? Moi, sur la toile ou au carnaval, eh ben je préfère me livrer à des inconnus. Mais c'est les chimanies. Alors, vous qui avez vu ce spectacle, Mehdi, en quoi est-il 2.0 comme on le dit? Figurez-vous, Laura, que du matin au soir, nous vivons emmitouflés dans les nouvelles technologies. Figurez-vous qu'aux États-Unis, une étude a montré que 84% des gens allumaient dès la première heure, leur portable. En fait, 3,1 milliards de smartphones sont vendus jusqu'à présent. Ça fait à peu près 2,5 fois la population de l'Inde, 4500 fois la population de la France. Donc on ne peut plus dire que les smartphones, le 2.0, ne concerne qu'une minorité de personnes. Ça correspond à tout le monde et ça concerne tout le monde. Comme le grand-père qui veut voir ses petits-enfants, comme le père qui veut voir sa fille qui vit au Chili, ou la mère qui veut voir son fils sur Twitter. Bref, ça concerne vraiment tout le monde et c'est ces rapports humains-là qui m'intéressent. Et du coup, c'est le théâtre du 2.0 que j'ai voulu explorer et que j'ai découvert à travers la pièce dans laquelle joue Fabrice Gaillard en seul en scène. Dans cette pièce, il incarne un père à la recherche du contact avec son fils et son fils adolescent. Et donc c'est la question que j'ai envie de poser. Est-ce que le fils est un addict ou est-ce qu'il est à la recherche d'un refuge ? Je dirais que c'est les deux. À la fois, c'est un refuge, et en même temps, voilà, lui, il est né avec le portable, il est né avec cette technologie-là, et il va effectivement tomber dans une sorte d'addiction par rapport à un jeu en ligne, dans lequel c'est un engrenage, et il va même pouvoir gagner de l'argent grâce à ce jeu. Et c'est là que vient le conflit entre le père et l'adolescent. C'est que le père va supprimer le jeu
Et donc l'adolescent va fuguer, enfin va péter un plomb et va fuguer. Et donc on va retrouver ce père effectivement à la recherche de ce fils. Mais le père est lui-même pris dans ce monde-là de technologie, que ça soit Internet, portable, etc. Sauf que lui, il n'est pas né avec ces outils-là. Et il a peut-être l'impression ou la sensation de mieux les maîtriser, mieux les contrôler, mais peut-être qu'il se trompe là. Après, il n'y a pas de... C'est une sorte de constat des choses sur un reflet de ce qu'on peut vivre aujourd'hui. Et puis, surtout, le rapport entre un père et un fils et le problème qu'on peut rencontrer quand son enfant devient adolescent et qu'il commence à nous échapper. Voilà. Dans ce constat d'addiction, justement, le jour où je suis venu voir votre spectacle, j'étais assez étonné parce que des adultes qui, a priori, sont capables et sont suffisamment matures pour pouvoir se séparer de leur téléphone portable le temps d'un spectacle, ont eu un peu de mal. Comment avez-vous vécu ce moment-là, que je crois être assez exceptionnel ? Alors effectivement, c'était un peu exceptionnel parce que moi, dans la pièce, je suis dans l'ici et maintenant, enfin à la recherche de ça. C'est-à-dire que je suis dans une relation directe avec le public où je cherche mon fils et je leur pose la question, est-ce que vous l'avez vu ? Je leur décris comment il est, etc. Et certains des spectateurs qui sont arrivés en retard ont perdu un de leurs comparses, une personne d'un certain âge, qui devait, je crois, avoir 80 ans. Donc eux-mêmes étaient à la recherche de cette personne. Et ils se sont rendus compte, dans la pièce, au moment du spectacle, qu'ils avaient oublié cette grand-mère. Donc ils se sont mis à appeler... Pendant le spectacle. Pendant le spectacle. Et comment vous avez géré ça ? Alors après, la manière dont je l'ai géré... tant bien que mal, comme je suis dans une adresse directe et puis que je joue avec ce phénomène-là, ça m'a donné des portes de jeu. Même si parfois c'était pas toujours évident à maîtriser parce que elles étaient elles-mêmes, ces personnes, prises d'émotion parce qu'elles ne savaient pas où était cette personne. Mais en même temps, elles ne sont pas sorties, donc voilà, elles sortaient, elles revenaient, elles sortaient, elles revenaient. Voilà. Ah d'accord. Voilà. Comme il est de tradition à Avignon, souvent les comédiens ou les spectacles recommandent un spectacle. Dans ce thématique-là des réseaux sociaux ou du 2.0, quel serait le vôtre ? Alors il y a un très beau spectacle qui s'appelle Les gens que j'aime. Ça c'est au théâtre Girasol à 10h25, donc c'est la même horaire que la mienne, mais j'ai eu l'occasion de les voir lors de ma relâche, donc c'est vraiment très très bien. Ça, voilà, c'est dans la même thématique, mais pris dans vu sous un autre angle et voilà, un développement un peu différent, évidemment. Effectivement, dans ce c'est la spectacle... compagnie Le Souffleur de Verre, voilà. D'accord. Oui, effectivement, dans ce spectacle, il y avait cet aspect un peu schizophrénique du comédien qui doit jongler entre plusieurs vies, avec des tablettes, avec des téléphones. Les images même de son téléphone sont reflétées sur le fond de la scène. Enfin, c'était effectivement une pièce qui était assez exceptionnelle de ce point de vue-là, très riche, très dense, et avec d'excellents comédiens, effectivement. Mais donc on a 2 pièces à aller voir le matin à 10h, mais il reste assez de matin pour le faire. Donc votre pièce, on va rappeler où elle se joue, ça s'appelle Screen. Screen, voilà, c'est ça, et c'est à Présence Pasteur à 10h30. Il vaut mieux réserver, hein ? Oui, c'est mieux, c'est bien réservé. Mais je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Mehdi pour ce très joli reportage sur cette nouvelle thématique qui monte dans nos vies et sur nos scènes. Avant d'accueillir en live Narcisse, qu'on a d'ailleurs pu voir dans le reportage de Mehdi, voici les bonus du jour, l'abécédaire préparé par Christophe Dugour et l'interview minute de Ella Camarou et Amandine Blanc. S comme servante. C'est une veilleuse offrant un éclairage minimal sur une scène inoccupée. On dit aussi sentinelle.
sais que tu es au Festival d'Avignon quand tu as un tract qui te tombe dans les mains toutes les 2 secondes, quand tu payes super cher ta salade au melon, et quand à la fin t'as envie de silence. Quand je suis en vacances. Quand les murs sont placardés d'affiches. Quand j'ai froid, je vais à Avignon. Quand tu bois un pacalo en terrasse, sous le cagnard. Et puis quand tu tractes. Je sais quand je suis au Festival d'Avignon, quand j'y suis. Tu t'éclates. Quand il fait un petit peu trop chaud. J'en sais rien moi. Quand tu es tracté. Quand il fait chaud. Quand tu joues. T'as mal aux pieds. Quand tu as chaud. Quand on est dans un bain de foule et qu'il y a des affiches de partout. Pourquoi, comment? Vous pourrez répéter la question? Joker. U comme unité. Il s'agit des 3 règles fondamentales de la mise en scène. Unité d'action, de lieu, de temps. Partout où l'on va, il faut être premier. On court dans le métro pour pas rater la rame et sur la route, on rame pour arriver plus tôt au boulot. Ou sur le mur du bureau, le patron a noté « on doit être les premiers ». Ce qui n'est pas gagné puisque partout ailleurs ils disent « on doit être les meilleurs ». Ils voudraient tous gagner, ils veulent tous être au top. Mais stop, on s'en fout des premiers. Nos nouveaux idéaux sont les premières vidéos vues 1 milliard de fois sur le net. C'est net, on ne mate que celles qui se mettent en premier, sur le premier des moteurs de recherche. Et à la télé, c'est con maintenant, même la chanson est un concours. Si tu te gourres, on t'attend au contour. On fait même des émissions où des gars se battent pour savoir qui cuit le mieux les pâtes. Sous les spots, ça m'épate. Mais stop, on s'en fout des premiers. Au ciné, on nous vend des avant-premières pour qu'on soit les premiers à voir le dernier Harry Potter, ou le meilleur des espions, le plus fort des escrocs, ou une superproduction superposant les super-héros. Et en amour, il faut toujours que ce soit à la fois un exploit et comme au premier jour, que dès le premier baiser engourdi, on assure comme Rocco Siffredi en cinémascope. Mais moi je dis stop, on s'en fout des premiers. Ce qu'on veut, c'est un monde meilleur, pas un monde de meilleur. Dites-leur à cette pente de plouc qu'on vit pas dans le Guinness Book. Merci beaucoup Narcisse. Narcisse, on peut vous retrouver sur scène dans Cliquez sur J'aime au coin de la Lune tous les soirs à 20h50. Pour ma part, je vous dis à demain. N'hésitez pas à continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux dont on a tant parlé ce soir. #off15. Merci à tous.